Half-court heave, a prayer at the buzzer. Oh! He hits overtime. Salut l'équipe, c'est Zach de l'Overtime. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau format. On a décidé de commencer l'année 2021 avec des podcasts qui viendront remplacer les articles. Et donc voilà, c'est un premier épisode, donc évidemment il y aura des ajustements à faire. Mais en tout cas pour commencer, on va tout simplement prendre un article que j'ai écrit donc au tout début de l'année 2020 sur les 5 prospects que je trouvais les plus intéressants. Donc ces 5 dans l'ordre c'était Killian Hayes, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, James Wiseman et LaMelo Ball. Donc aujourd'hui ils ont à peu près tous joué une dizaine de matchs et donc pour un début de saison, je trouvais que c'était assez pour pouvoir tirer quelques conclusions. Évidemment, c'est un petit peu hâtif, mais c'est aussi pour dire un peu dans quelle dynamique ils sont, etc. Donc on va tout simplement commencer par le numéro 1. Donc c'est un cocorico, mais je dois avouer que c'est un petit cocorico. On va parler de Killian Hayes. Donc Killian Hayes a été drafté numéro 7 par les Pistons et il a directement eu la chance d'être titulaire, donc de passer dans la rotation devant Derrick Rose. Je trouvais que c'était vraiment sympathique pour lui d'avoir un joueur comme Derrick Rose pour être un petit peu ce leader et ce formateur. Malheureusement pour ce début de saison, il y a eu beaucoup de pépins pour Killian Hayes. Le premier problème c'est au niveau statistique. Il joue 21 minutes par match, il a joué que 7 matchs. Sur ces 7 matchs, il n'a eu qu'une seule victoire et surtout ses statistiques sont absolument atroce, c'est 4,6 points pour 3,6 passes, il prend un petit rebond, il a 2,4 pertes de balles par match, et surtout ses pourcentages sont vraiment horribles, 28% au tir, 25 à 3 points et 50% au lancer franc. Il nous a habitués à beaucoup mieux. Quand il était en Allemagne, il tournait à presque 90% au lancer. Donc on sent vraiment que c'est un problème de confiance. Pour lui, c'est pas un problème de niveau. C'est juste que là, on voit qu'il est pas allé sur le terrain. Tout ça, faut dire aussi que ça a été accentué par sa blessure. Donc il y a 3 matchs. Il s'est blessé à la hanche. On n'a pas vraiment de nouvelles sur le temps que ça va mettre pour qu'il revienne. Mais en tout cas, on espère qu'il va se servir de ce temps-là pour se calmer, prendre son temps, bien reprendre les choses à zéro et repartir comme si les premiers matchs n'avaient pas existé. Parce que c'est vrai que c'était pour lui très difficile ce début de saison. Faut dire que les Pistons depuis ils sont 2 victoires pour 8 défaites, donc c'est loin d'être exceptionnel. On sait que ça va être une saison assez tanking pour les Pistons, mais ce serait bien de voir notre rookie français, le rookie le plus haut drafté en France, s'épanouir dans une équipe qui certes est assez particulière dans son effectif, mais lui laisse quand même la possibilité de jouer une bonne vingtaine de minutes en tant que titulaire. Notre deuxième dans ce classement, c'est Tyrese Haliburton. C'est le seul joueur qui sort du top 10 de cette draft. Donc il a été drafté par les Kings en 12e. Et c'est un joueur qui était donc sophomore à l'université. Il a joué 2 ans. Et on peut vraiment le ressentir au niveau des statistiques, mais aussi à son tempo, en fait, son timing et sa façon de vraiment s'inclure dans la ligue. Il a joué en tout et pour tout 9 matchs sur les 11 des Kings. Les Kings sont à 5 victoires pour 6 défaites, donc bilan assez propre. Il joue 29 minutes par match. Il a fait quasiment tous ses matchs en sortie de banc. Il y en a juste un où il a start, et donc en ces 29 minutes il tourne à 12 points, 3 rebonds et 5 passes, le tout avec seulement une perte de balle, alors que c'est vraiment un très très bon playmaker et qu'il a les balles en main dès qu'il rentre sur le terrain. Ses pourcentages sont impressionnants, 52% au tir, 50% à 3 points et 82% au lancer. C'est vraiment un joueur très très propre, que ce soit au niveau du tir, au niveau de la création. Il est grand, il fait 1m96, il a 2m13 d'envergure. Alors certes il est un petit peu fin, il fait même pas 80 kg, mais en tout cas en défense, même si c'est pas le mec le plus athlétique, il peut vraiment tenir pas mal de meneurs. Et en attaque, il a un super tempo, il sait très très bien gérer ses timings. On a des fois l'impression de voir un mec qui est dans la ligue depuis 12 ans quand il joue. Son shoot est assez particulier, il est lent, il me fait penser un peu à celui de Shai Gilgeous-Alexander. Mais finalement, ça a l'air de bien marcher pour lui, hein. Malgré cette forme un petit peu particulière, il arrive à les rentrer et c'est vraiment super intéressant pour les Kings d'avoir un joueur comme lui en sortie de banc qui permette tout simplement de vraiment détendre un petit peu De'Aaron Fox, qui avait énormément de travail à faire au niveau du playmaking, hein. Buddy Hield, c'est pas un créateur, il n'y a pas vraiment d'autres joueurs qui étaient capables de le faire. Donc pouvoir un petit peu alléger ses épaules avec un joueur comme Tyrese en sortie de banc, c'est vraiment une super pioche pour les Kings. Moi je dois avouer que le voir sortir du top 10, ça m'a assez perturbé. Je pensais le voir partir autour de la 6 ou la 7e place, mais bon voilà, c'est au moins un bon point pour les Kings qui vont pouvoir repartir tranquillement sur cette saison qui est un petit peu particulière, mais qui ne commence pas si mal que ça, avec un bilan presque à l'équilibre et avec un rookie donc qui est 6e homme, qui joue quasiment 30 minutes et qui apporte vraiment beaucoup pour l'effectif. Notre troisième joueur, c'est le first pick de la draft, Anthony Edwards, donc drafté par les Timberwolves en première position. Lui aussi, malgré le fait qu'il soit numéro 1 de draft, c'est un gars qui sort du banc. C'est le six man de Minnesota. C'est une saison qui est assez particulière. Il faut dire que le dernier match était vraiment loupé, ce qui fait que ses statistiques ont pas mal baissé. En 25 minutes de temps de jeu, il tourne à 13,6 points, 3 rebonds et 2 passes, avec des pourcentages qui sont vraiment en dessous de la moyenne. Va falloir bien les élever parce qu'il tourne que à 39% au tir et 76% au lancer. On sait, c'est un mec qui a de la dynamite dans les jambes et qui aime vraiment beaucoup
beaucoup shooter. Il a pas peur. Dès qu'il rentre sur le terrain, c'est pour tirer, c'est pour marquer. C'est vraiment l'option principale de son jeu actuellement. Il faut qu'il s'améliore sur les pick and roll, qu'il lise un petit peu mieux le jeu, notamment sur les passes, parce que comme il est très athlétique, il attire les défenses. Il sait très bien absorber le contact. Il fait 1m96, il fait déjà plus de 100 kg. Il a une très bonne envergure, aux alentours de 2m5. Donc c'est vraiment un joueur qui peut à l'avenir prendre le dessus sur ses adversaires au niveau physique. Mais un point aussi qui est important à souligner, c'est que les Wolves, c'est une saison assez compliquée pour eux. 3 victoires pour 7 défaites en 10 matchs. Il y a eu la blessure de Karl Anthony Towns. Il y a eu l'alternance entre Ricky Rubio et D'Angelo Russell au niveau du titulaire de poste de meneur. Donc c'est pas forcément une saison qui part sur les chapeaux de roue pour eux. Et Anthony Edwards, malgré tout, a l'air de quand même avoir un rôle qui l'intéresse. Il sort du banc, on avait des questions sur sa motivation, etc. Et là, on voit bien que quand il rentre sur le terrain, il a envie, il a l'air d'être quand même un assez bon travailleur. Donc après, évidemment, ce ne sont que 10 matchs. Il y en a 72 dans la saison. C'est des joueurs qui ont entre 19 et 20 ans. Ils vont avoir 20 et 21 pendant l'année. Donc faut pas s'affoler. Ce sont des stats quand même assez intéressantes. Il me semble que c'est le meilleur scoreur des rookies. Après, c'est aussi celui qui tire le plus, je pense. Donc voilà, c'est un début de saison qui est pas incroyable niveau collectif ou individuel, mais qui laisse quand même penser que ça peut aller vers le mieux pour l'avenir. Le numéro 4, c'est James Wiseman. Donc lui, à l'instar de Killian Hayes, est titulaire dans son équipe. On peut le comprendre, c'est un pivot. Les Warriors n'ont pas eu de bon pivot depuis David Lee. Donc c'est vrai que quand on a vu les Warriors arriver deuxième à la draft, on s'est dit que il y avait très peu de solutions qui soient autres que James Wiseman pour eux. Un mec de 2m15 avec une envergure de presque 2m30. C'était vraiment le genre de joueur qu'ils avaient besoin d'avoir. Il joue titulaire, mais il a le plus petit temps de jeu de toute la liste. Il joue que 20 minutes par match. En 20 minutes, il est quand même assez productif. Il tourne à 11 points, 6 rebonds et un contre et demi, ce qui est tout à fait ce qu'on lui demande de faire, tout simplement. Ses statistiques sont assez particulières. 48% au tir, 40% à 3 points et 60% au lancer. C'est vrai que c'est 40% à 3 points. On s'y attendait pas trop. Faut rappeler qu'il a joué que 3 matchs avec Memphis en NCAA. Avant de se faire suspendre, il y avait des histoires avec Penny Hardaway, qui était tout simplement le coach de Memphis, qui avait en gros donné un peu d'argent à sa famille. Et en NCAA, les règles, c'est qu'on n'a pas le droit de faire d'argent, en fait, par son propre nom. Du coup, il avait été suspendu pendant une bonne partie de la saison. Et au moment où il aurait dû revenir, il a tout simplement dit que il voulait pas s'embêter à rentrer dans un programme et qu'il allait s'entraîner tout seul. Il a quand même été drafté deuxième. Il y a des points à améliorer, notamment au lancer. Je pense qu'il peut être un peu mieux que 60%. Et surtout, en 20 minutes, il fait 3 fautes par match. Donc souvent, il y a des situations où il arrive sur le terrain, il joue les 6-7 premières minutes et il est déjà à 3 fautes à la fin du premier quart-temps. Donc il va falloir qu'il fasse attention. Il a pas forcément énormément de responsabilités offensives sur le dos. Il joue quand même avec Steph Curry qui fait un début de saison qui est assez bon. Et en plus, le bilan collectif est 10 victoires pour 4 défaites. Faut dire aussi que le retour de Draymond Green va vraiment faire du bien et à leur équipe et à James Wiseman, parce qu'il va pouvoir apprendre d'un joueur qui a de l'expérience, qui est fort en défense et qui justement est un petit peu plus petit, enfin même beaucoup plus petit, il fait qu'1m96, et donc il va le pousser à l'entraînement à apprendre ce que c'est que d'avoir des mecs plus petits mais plus costauds, et je pense que ça va lui donner pas mal de motivation pour l'avenir. Et donc voilà, en 20 minutes 11 points, 6 rebonds, c'est vraiment très très propre. C'est un bilan positif aussi pour les Warriors. Donc le début de saison était un petit peu particulier. James Wiseman était très bon à 3 points et galérait un peu à 2 points. C'est en train de se rééquilibrer. Je pense pas qu'il va falloir se faire d'image là-dessus, d'idées dessus. Je pense que les 40% à 3 points, ça va pas rester très très longtemps. Mais en tout cas, c'est intéressant de le voir capable de shooter, parce qu'il n'en avait pas shooté en NCAA. Il avait montré les capacités de jouer notamment à mi-distance. Au lancer, il était pas trop mal. Donc on pouvait s'attendre à ce que ça vienne au bout de quelques temps. Mais dès le premier match, on a vu que, je pense que Steve Kerr a dû lui dire, de toute façon, c'est une équipe qui, assez bizarrement, c'est très bizarre à dire, mais les Warriors à 3 points, c'est assez catastrophique. Donc bon, si James Wiseman veut shooter, je pense que Steve Kerr va pas trop l'engueuler. Mais ce serait bien de le voir rentrer un petit peu plus à l'intérieur et montrer vraiment son physique et son talent offensif, parce que c'est pas juste un éboueur ou un rim runner, c'est un joueur qui a de la technique et qui peut vraiment devenir une menace offensive. On va terminer avec celui qui pour moi devrait être rookie de l'année. Bon après, je suis fan des Hornets, donc je peux comprendre que vous ne preniez pas ça au sérieux, mais c'est le joueur que j'ai le plus vu jouer. Il a joué 11 matchs, sur les 11 j'ai dû en voir quand même au moins 8, et c'est celui qui m'a le plus impressionné. J'ai essayé de regarder les matchs des autres, bon pour Kylian ça a été un peu compliqué vu qu'il a loupé les derniers, et c'est celui qui m'a le plus impressionné. La Melo Ball, c'est 12 points, 7 rebonds, 6 passes, qui sont quand même des stats assez impressionnantes, notamment 7 rebonds et 6 passes, pour un meneur certes de 2m03, mais il crée vraiment bien. Ses pourcentages sont un peu en dessous de la moyenne, mais ça va, c'est 41% au tir, 35% à 3 points et 72% au lancer. Faut dire que 35% à 3 points, c'est pas trop mal. On s'attendait plus à ce que ça tourne aux alentours de 30%, parce que en Australie, il avait vraiment galéré au niveau du tir. Il me semble que c'était genre 35% au tir et 25% à 3 points. Donc c'est assez agréable de voir, notamment une adaptation, un ajustement au niveau du tir. Avant, il sautait beaucoup quand il shootait, et là on voit que c'est un peu moins c'est son saut qui fait qu'il shoot. Du coup, peut-être qu'il a plus de précision autour de ses bras, parce que son corps il a un corps très très long, donc quand on saute, ça nous fait perdre un petit peu de précision.
et j'ai l'impression qu'il saute moins et ça lui donne un petit peu plus de précision, et donc ce serait cool s'il pouvait tourner aux alentours de 32-33% plutôt que 29-30 comme on pouvait s'attendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a une interception et demie par match. C'est un gars qui est vraiment en défense. C'est pas un défenseur extraordinaire, il faut le dire. Il est très fin, il fait à peu près 80 kilos pour 2,03. Et surtout, on sent que c'est positif parce qu'il met beaucoup d'énergie en défense, mais des fois, il la met pas forcément dans les bons endroits. Il va aller foncer sur un gars qui va le prendre à revers, etc. Donc il y a des situations où il est à deux doigts de se faire crosser, mais en tout cas, il lit bien les lignes de passe. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que les rotations sont de moins en moins mauvaises, je dirais. Même des fois, c'est assez intéressant avec sa taille et son corps. Il arrive à gêner des mecs qui vont vers le panier, donc il a pas peur de mettre son corps en opposition. Et c'était quelque chose qui moi me faisait un peu peur parce que depuis qu'il est jeune, on lui a toujours dit de faire le spectacle en attaque et on lui a pas vraiment dit ce qu'il fallait qu'il fasse en défense. Et c'est intéressant pour moi, je trouve, de voir que s'il est pas super bon en défense, c'est surtout par un manque de compréhension du jeu plutôt que par un manque d'envie, parce que la défense c'est l'envie, et à force de regarder des cassettes, etc., il va apprendre comment il est censé mettre son corps par rapport à d'autres joueurs. Avec le temps, il va aussi prendre du muscle, et c'est le cas pour pas mal de joueurs ici, donc ils seront un petit peu mieux dans la ligue, un petit peu plus NBA ready. Et un point aussi offensif qui est très intéressant pour moi, au-delà de ces pourcentages qui sont pas incroyables mais qui sont corrects pour un rookie, c'est qu'il a que 2 pertes de balles, alors que c'est vraiment un joueur qui tient énormément le ballon et qui est vraiment au centre de la création donc de cette second unit, parce que c'est le 6e homme. J'aimerais bien le voir prendre la place de Devonte Graham, qui est pas le plus incroyable en ce début de saison. Ça va peut-être venir avec le temps. En tout cas, il a 25 minutes de temps de jeu, et surtout, ce qui est extrêmement surprenant, et même en tant que fan de Hornets, je m'y attendais pas forcément, c'est qu'on a un bilan positif. 6 victoires pour 5 défaites, on est sur 4 victoires de suite, et ça coïncide assez particulièrement avec 4 bons matchs de Lamelo. Le match dernier, il était en galère au tir, mais il prend 14 rebonds, il fait 7 passes. Le match précédent, il fait un triple-double. Le match juste d'avant, il est en presque triple-double face à son frère. Donc, en fait, quand Melo joue bien, les Hornets jouent bien, et c'est vraiment ça, c'est cette espèce de fibre en fait que certains joueurs dans la ligue qui moi m'impressionnent le plus. Il sent le jeu, il fait des passes de tout terrain, là un peu à la Kevin Love, il a pas peur de le faire, il a pas peur d'aller shooter, de rentrer dans la raquette. Va falloir revoir sa sélection de tir sur certains points, mais en tout cas il a vraiment l'envie et il a ce feeling en fait, il sent les choses avant que ça arrive. C'est quelque chose qui est vraiment inné en fait. Il a que 19 ans et on a l'impression des fois qu'il sait déjà ce qui va se passer et il sait déjà ce qu'il va faire dans les actions, et du coup ça montre quand même une maturité qui pouvait ne pas forcément apparaître dès le début d'une carrière. Donc voilà, c'est vraiment très très positif. Évidemment, faut pas s'attendre à ce qu'il tourne à 18-19 points par match, s'il tourne aux alentours de 12-13 c'est bien, mais en tout cas qu'il prenne des rebonds, qu'il fasse des passes, qu'il ait des interceptions en restant le plus propre possible, c'est vraiment très très positif, et à l'avenir on espère le voir tout simplement prendre la place de titulaire. Donc voilà pour ce petit classement de ces 5 joueurs. Évidemment, je tiens à le souligner, c'est une saison particulière pour les rookies. Ils n'ont pas eu de Summer League. Les camps d'entraînement et les matchs de pré-saison, il y en avait pas tant que ça. Les mecs ont été draftés mi-octobre et début décembre, ils étaient déjà dans le jus. Donc faut prendre un peu avec des pincettes, faut se dire qu'ils ont sans doute plus besoin d'adaptation que d'habitude. Mais en tout cas, voilà. En bilan, on peut dire que la plupart de ces gars, notamment Killian Hayes, galèrent un petit peu. Mais en tout cas, on espère que ça va aller. Il reste encore énormément de matchs. C'est que un petit échantillon, 10 matchs. En tout cas, pour les points positifs, on peut vraiment les mettre en exergue. Tyrese Haliburton et sa propreté, James Wiseman et son influence, notamment défensive, bon protecteur de cercle, Melo et sa création, c'est sûr que c'est un super point, et également Anthony Edwards et son envie d'aller scorer. Donc ce sont des points qui sont quand même assez positifs et qui peuvent être développés avec le temps. Donc nous, en tout cas, pour l'Overtime, on va essayer de vous produire vraiment pas mal de podcasts. Faudra surtout pas hésiter à nous envoyer des messages, à retweeter, à aimer, etc., pour nous dire en fait tout simplement quel type de format vous voulez avoir. On pensait surtout des formats autour de 15 à 20 minutes, mais si vous préférez des formats un peu plus longs, ou si vous voulez des news qui soient plus courtes, si vous voulez qu'on ait des interactions avec d'autres mecs de l'équipe, faut le dire, faut nous envoyer, etc. Faut pas hésiter à nous envoyer de la force, on en a bien besoin pour ce début de 2021. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Il y aura évidemment des ajustements à faire au niveau du son, au niveau de toute la production, tout ça. Mais ça, faudra que vous nous disiez. Nous, on regardera aussi comment ça se passe et on essaiera de s'améliorer au fur et à mesure du temps. En tout cas, si jamais vous avez aimé ce podcast, bah justement, faites-le savoir. Mettez un petit retweet, mettez un petit j'aime, un commentaire, et essayez de partager à vos potes pour vraiment qu'on ait des gens qui nous motivent à travailler. En tout cas, moi c'était Zach, j'espère que ce premier épisode vous a plu et on se retrouve bientôt. Allez, ciao!